Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. Dans quelques instants, nous serons en direct de Metz pour rejoindre les participants du Congrès des départements de France. Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, s'apprête et vient même de prendre la parole à Metz, un Congrès des départements qui arrive, vous le savez, à un moment singulier dans la vie des territoires. Une nouvelle loi de décentralisation voulue par François Hollande devrait être débattue au Parlement au printemps prochain. Maryse Lebranchu, la ministre de la Réforme de l'État, l'a annoncé récemment en précisant que le futur texte sera conçu collectivement avec les associations d'élus. Je vous propose tout de suite de rejoindre Jean-Pierre Bel. Il répond à Claudie Le Breton, le président des présidents des départements de France. Vous êtes en direct de Metz, en direct sur Public Sénat. Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. Notre assemblée, notre haute assemblée, et qui encore aujourd'hui m'entourent de conseils qui me sont très utiles. Permettez-moi de saluer mon président, Augustin Bonrepos, président du Conseil général de l'Ariège, qui, si c'était nécessaire, me rappelle régulièrement, il y a encore une semaine, à mes devoirs vis-à-vis des questions que vous posez. Mais je crois que pour le président du Sénat, ce dialogue avec les élus, avec leurs associations, aujourd'hui l'ADF, est tout à fait indispensable, tout simplement pour apprécier vos attentes, pour apprécier aussi vos propositions. Et j'en ai entendu pas mal tout à l'heure lorsque je suivais le débat par écran interposé. Le Sénat, Monsieur le Président, vous l'avez dit fortement, et j'ai senti le poids de ma responsabilité, de notre responsabilité. Le Sénat se doit d'être en prise directe avec les territoires. Je dirais même que c'est sa vocation constitutionnelle. J'entends, je vous le confirme, plus que jamais que la Haute Assemblée s'acquitte pleinement de ce rôle dans son travail législatif qui va être important dans les semaines à venir, comme dans sa fonction aussi de porte-parole des territoires. La voix des départements porte dans notre enceinte. Je le redis, vous le savez bien, chers collègues sénateurs présents, aujourd'hui à Metz, et que je salue tous individuellement, chaleureusement, mais je salue bien sûr l'ensemble des participants. Nous vivons en France et en Europe une crise, cela a été rappelé, d'une ampleur exceptionnelle qui affecte gravement nos économies et provoque aussi des drames sociaux, des fermetures d'entreprises qu'on connaît malheureusement trop ici en Lorraine, l'aggravation du chômage, de la précarité. La France, le président de la République l'a rappelé, s'est engagé à ramener son déficit public à 3% en 2013 et à rejoindre l'équilibre budgétaire à l'horizon 2016-2017. Cet engagement a été confirmé par le Premier ministre, nous l'écoutions encore ce matin à Dijon pour trois raisons essentielles. Sans mesure de redressement, la dette continuerait d'augmenter pour atteindre des sommets jamais atteints jusqu'à ce jour. Une telle dynamique qui, parfois, et c'est étonnant, semble tenter certains, provoquerait un effet négatif durable sur la croissance et pourrait remettre en cause tout simplement la souveraineté de notre pays face aux marchés financiers. Si le gonflement de l'endettement public n'était pas ralenti, les primes de risque demandées par les créanciers entraîneraient des charges d'intérêt supplémentaires qui réduiraient encore plus les marges de manœuvre budgétaires. Enfin, la France doit asseoir sa crédibilité à l'égard de ses partenaires européens comme de ses créanciers, en assurant le respect d'une trajectoire de retour à l'équilibre des finances publiques. L'effort structurel global à réaliser, diminution de dépenses ou recettes supplémentaires pour 2013, est de l'ordre de 35 milliards d'euros si les objectifs de croissance sont atteints. Cet effort s'impose à tous et chacun en a bien conscience, c'est peut-être presque inutile de le rappeler. Budget de l'État, les collectivités territoriales, dépenses des organismes sociaux, entreprises, ménages. Mais nous partageons, j'en suis sûr, la même exigence de juste répartition des efforts en fonction des richesses de chacun et des missions qui lui sont dévolues.
Cette exigence appelle une vaste réforme, je l'ai entendu encore tout à l'heure de la bouche de Didier Guillaume, de la fiscalité locale, qu'il faudra bien engager en cohérence avec celle de la fiscalité nationale, dont les premiers éléments seront effectifs en 2013. Dans le même temps, rien ne doit entraver les ressorts de la croissance que nos territoires peuvent actionner. Ainsi, le maintien de la capacité d'investissement des collectivités territoriales constitue, Claudie Le Breton le rappelait à l'instant, un enjeu important. En assurant encore 70% des investissements publics civils, les collectivités territoriales contribuent à soutenir l'activité de certains secteurs décisifs de l'économie nationale, grands pourvoyeurs d'emplois, peu délocalisables, comme le bâtiment et les travaux publics, et nous constatons tous les jours, chacun dans nos territoires. À cet égard, les départements sont en première ligne, avec l'entretien d'un réseau de routes indispensable pour relier les bassins de vie entre eux, assurer la desserte des villes, des villages et même des hameaux isolés. Tout comme vous modernisez les collèges, en les dotant par exemple d'équipements numériques qui permettent le renouvellement de pratiques pédagogiques et favorisent la réussite scolaire. Les aides que vous accordez aux communes et à leurs groupements sont déterminantes pour boucler le plan de financement de leurs projets qui ne verraient pas le jour sans elles. En outre, vos collectivités sont de plus en plus, vous le savez bien et vous le dites, de plus en plus sollicitées par l'État pour participer à ce qu'on appelle le tour de table, financer de grands projets à vocation nationale ou européenne, canal à grand gabarit, lignes à grande vitesse, et même, je parlais de l'Ariège, les routes nationales qui ont pourtant fait l'objet d'un décroisement des financements en 2004. Ainsi, en 2011, les départements ont consacré 15,2 milliards d'euros aux dépenses d'investissement hors dette, soit 50% de plus que les régions qui, elles, consacrent 10,5 milliards d'euros. Des signes d'inquiétude apparaissent, ils sont tout à fait perceptibles. Vos dépenses d'investissement, déjà en léger recul en 2011, devraient encore fléchir en 2012. Les causes, nous les connaissons. Les départements sont victimes d'un terrible effet de ciseaux financiers. D'un côté, vos dépenses de fonctionnement, pour l'essentiel, les dépenses sociales, augmentent, tandis que vos recettes stagnent, voire diminuent, conséquence du gel des dotations et de la crise immobilière, cela a été dit aussi, qui affecte à la baisse le volume des droits de mutation. La santé financière de certains départements déjà sérieusement compromise le sera encore plus si aucune disposition n'est prise pour les aider à faire face à leurs obligations. Il faut le souligner et le dire avec force face à certains discours que l'on entend notamment ces derniers jours. Ces collectivités ne sont pas victimes d'une mauvaise gestion, mais d'un sous-financement des charges que la loi leur a transférées. Aussi, chère Claudie, mesdames et messieurs, soyez assurés de tout mon soutien, bien sûr, pour obtenir du gouvernement une juste prise en compte de votre situation. Nous savons tous que les arbitrages budgétaires sont et seront extrêmement difficiles, que les efforts fiscaux demandés sont déjà importants, mais il en va du maintien sur tous les territoires des politiques de solidarité, notamment les politiques de prise en charge du grand vieillissement lié à l'augmentation de l'espérance de vie. Je soutiens l'ADF quand elle affirme qu'il faut parvenir dans un délai que permet l'état de nos finances publiques à une juste compensation des dépenses relatives aux allocations individuelles de solidarité, notamment, bien sûr, de l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie. Il faut aller rapidement à une clé de répartition qui affecte 50% à la solidarité nationale et laisse 50% à la charge des budgets départementaux. Mais c'est une revendication ancienne et je me souviens d'un Premier ministre nommé Lionel Jospin qui s'y était engagé lors de la mise en place de l'APA en janvier 2002.
Votre second souci, vous êtes nombreux à m'en faire part, souci que vous partagez avec tous les autres niveaux de collectivité, est l'accès, Claudie Le Breton vient de le dire, l'accès au financement de vos investissements. Avec les hôpitaux, les collectivités ont besoin d'environ 22 milliards d'euros de prêts tous les ans. Le crédit est moins abondant, plus cher, pour des durées nettement raccourcies. Alors je vais parler de Dexia, et depuis le retrait de Dexia, qui assurait 40% des besoins de financement des collectivités, les solutions de financement, c'est le moins qu'on puisse dire, tardent à se mettre en place. Claudie Le Breton y faisait allusion, la nouvelle entité Banque Postale, Banque Postale Développement Local, résultat de l'accord entre la Banque Postale et la Caisse des dépôts et consignations, monte progressivement en puissance. Elle accorde des prêts à court terme depuis le mois de juin, je crois, et annonce des prêts à long terme pour novembre prochain. Mais je crois qu'il faut être réaliste, le ciel ne semble pas encore totalement dégagé. À Bruxelles, on discute beaucoup et on continue à discuter des modalités de démantèlement de Dexia, ce qui, à mon sens, pourrait retarder cette mise en place. Le secteur bancaire privé a, quant à lui, considérablement réduit, vous le constatez tous les jours, son intervention en invoquant les nouvelles règles prudentielles édictées par les accords de Bâle III. Et Bercy, je ne veux pas sombrer dans la facilité, mais Bercy demeure plutôt réticent face au projet que nous soutenons d'agence de financement des collectivités portées par les associations d'élus, l'ADF, mais aussi l'AMF, et le président Pélissard ne manque pas de le rappeler. Cette situation ne peut pas durer, il faudra bien en sortir. Les solutions provisoires mises en place par le gouvernement, les différents gouvernements d'ailleurs, le précédent et celui-ci, en faisant appel au fonds d'épargne, doivent être consolidées rapidement. Le président de la République a annoncé récemment un nouvel emploi des fonds d'épargne en direction des collectivités locales. Le déplafonnement du livret A va apporter de nouvelles disponibilités dont une part pourrait être affectée au financement local, notamment des équipements à longue durée d'amortissement, les infrastructures de transport, l'assainissement, qui ne trouvent plus à se financer sur les marchés avec des prêts à 25 ou 30 ans. Je me fais un devoir pour faire écho à ce que disait le président de l'ADF, je me fais un devoir d'interpeller le gouvernement pour que la situation s'éclaircisse et que l'accès à la ressource soit assuré de manière pérenne. Ainsi, le département restera au centre de l'organisation des solidarités. Solidarité humaine à travers les services sociaux en faveur de l'enfance, des personnes âgées, l'aide à l'autonomie pour les personnes dépendantes ou handicapées. Solidarité territoriale dans l'aménagement du territoire, les transports, l'équipement numérique en très haut débit. J'ai du mal, je vous le dis, et vous avez tous été frappés par une certaine campagne de presse, j'ai du mal à comprendre pourquoi certains s'acharnent à vouloir proposer des fausses bonnes idées, et notamment à vouloir supprimer le département. Selon eux, la disparition du département serait un des remèdes au déficit des finances publiques. Le département serait ringard, peut-être parce qu'il a aujourd'hui 220 ans. Parce que, bien moi, je veux tout simplement, pour faire plus vite, je veux tout simplement dire que la longévité du département, cette histoire, cette culture qui fait partie, dans le fond, de ce qu'est la France, de notre République, la France des territoires, est peut-être moins une marque de conservatisme qu'une preuve de son utilité persistante dans le paysage administratif et territorial français. Il forme avec les communes et leurs regroupements le couple le plus à même d'organiser les services de proximité dans un maillage fin du territoire. Dire cela ne signifie pas, et c'est exactement ce que vous avez essayé de dire depuis hier matin, cela ne signifie pas s'opposer à des innovations. Nos amis voisins alsaciens sont en train de construire les contours d'une nouvelle collectivité
qui rassemble la région Alsace et les 2 départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Parce que, tout simplement, là, les caractéristiques du territoire s'y prêtent. Parce que les élus y sont très majoritairement favorables. La population alsacienne aura bientôt à se prononcer sur cette nouvelle organisation du territoire. Le gouvernement, comme son prédécesseur, accompagne cette démarche originale. Après 30 ans de décentralisation, il serait absurde, je crois, de revenir en arrière. Les collectivités territoriales n'ont nul besoin d'être corsetées, encadrées, mises sous une nouvelle tutelle administrative ou financière. Au contraire, la situation de crise que connaît notre pays appelle de nouvelles façons d'organiser les pouvoirs publics en approfondissant, oui, la démocratie territoriale. Pour sortir de la crise, pour retrouver les chemins de la croissance, il faut aussi compter sur la créativité, l'énergie, la vitalité de nos territoires et de leurs acteurs locaux. Le président de la République l'a annoncé, le Premier ministre l'a confirmé, une nouvelle étape de la décentralisation est engagée pour ouvrir de nouveaux champs d'action aux collectivités, conforter leur capacité d'intervention dans des compétences qu'elles ont acquises depuis maintenant 30 ans. Cette nouvelle avancée des libertés locales, elle correspond bien sûr à nos vœux et nous sommes prêts à la construire. L'action des collectivités locales doit, je crois, gagner en lisibilité. Pour les compétences déjà transférées, il faut aller jusqu'au bout de la décentralisation et l'État doit abandonner enfin les interventions redondantes avec celles des collectivités, aller jusqu'au bout, transférer compétences et ressources affectées. Les régions verront leur attribution renforcée dans les domaines du développement économique, de la formation professionnelle, de l'orientation et de l'innovation. Elles seront partie prenante à la gestion de la Banque publique d'investissement qui agira en direction des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Elles vont gérer aussi directement les fonds européens et simplifier ainsi l'instruction des dossiers et l'accès au financement. Les départements souhaitent s'investir dans l'effort de construction de logements. Ils doivent pouvoir le faire en coordination avec les intercommunalités. Ils continuent de jouer un rôle éminent dans l'aménagement du territoire, notamment dans les zones rurales, et œuvrent pour le maintien et le développement des activités économiques. Les communes et leurs intercommunalités ont poursuivi le développement des services à la population, comme l'accueil de la petite enfance, là où la demande sociale est forte, mais aussi en matière de sécurité, là où, il faut bien le dire, les carences de l'État ont pu être constatées ces dernières années. On le voit bien, chaque échelon conserve sa raison d'être, son utilité. Il remplit des fonctions spécifiques, des fonctions complémentaires de celles des autres niveaux. C'est pourquoi il n'est nul besoin du conseiller territorial, d'ailleurs déjà supprimé par le Sénat et bientôt soumis au même sort à l'Assemblée nationale. Le Parlement aura à se prononcer sur le nouveau mode de désignation des conseillers départementaux. Je ne me lancerai pas dans l'énoncé d'une solution, vous en avez parlé, ce sujet est en débat, les États généraux de la démocratie territoriale permettront également de l'aborder, mais ce qu'il faut, c'est assurer une représentation équilibrée de la population et des territoires et satisfaire à l'exigence de parité qui s'impose désormais pour toutes les assemblées d'élus. Mais l'action publique locale doit aussi gagner en efficacité. À l'échelon régional, la région, les départements, les intercommunalités doivent s'organiser et mettre au point ce que nous avons appelé un pacte de gouvernance territoriale. Ce cadre contractuel des politiques publiques, défini pour la durée du mandat, autour d'un projet de territoire, les interventions respectives de chacun, désigne les chefs de file et arrête les délégations de compétences, met en place les guichets uniques pour faciliter l'instruction des dossiers, organise aussi les mutualisations des ressources.
La compétition entre collectivités ou entre niveaux de collectivités n'a pas beaucoup de sens. La recherche de l'excellence, de l'attractivité de son territoire n'épargne pas d'un devoir de solidarité dont chacun ici a bien conscience. Il est également indispensable de s'attaquer avec sérieux et constance à l'inflation des normes qui s'appliquent aux collectivités. Il faut enrayer la machine à produire de nouvelles normes toujours plus exigeantes en ressources financières ou en ressources humaines. Il faut également simplifier le droit existant en élaguant nos codes et prescriptions obligatoires élaguées de tout ce qui n'apparaît plus aujourd'hui nécessaire. Il faut sans doute donner plus de pouvoir à la commission consultative d'évaluation des normes, émanation du comité des finances locales, où les élus locaux sont représentés et mesurent bien les effets possibles des normes tout simplement sur leur budget. Il ne s'agit aucunement de se lancer dans je ne sais quelle entreprise générale de dérégulation, mais de mettre en place un ensemble de mesures concrètes qui allègent le poids des normes sur nos collectivités. Et vous le savez, d'ores et déjà, nous le constatons dans les discussions dans les départements, c'est une demande très forte qui émane des élus. L'action publique locale doit aussi pouvoir innover. Le droit à l'expérimentation, un temps envisagé, doit être assoupli pour permettre aux territoires d'éprouver des solutions nouvelles, de prendre le temps de l'évaluation pour ensuite diffuser les bonnes pratiques, sans obligatoirement généraliser l'expérience. Il est sans doute aussi utile de réfléchir au pouvoir d'adaptation locale de la loi en créant un pouvoir réglementaire local pour bien prendre en compte les particularités d'un territoire. C'est un point de vue personnel qui nourrit ma réflexion depuis longtemps. Bien sûr, un tel pouvoir ne peut être général. Le risque d'affaiblir le principe d'égalité des citoyens devant la loi serait alors trop grand. En revanche, il pourrait être conféré à chaque fois que le législateur le juge pertinent et de façon clairement limitée par le respect des grands principes qui fondent notre République. C'est cela, dans le fond, l'intelligence des territoires à laquelle nous devons nous fier pour apporter les réponses les plus justes et les plus adaptées. L'unité de la nation ne sera pas remise en cause parce que le département du Nord, par exemple, pourra définir des modalités d'application de la loi peut-être différentes de la Lozère ou de l'Ardèche. L'action publique locale a besoin, je veux le dire aussi, d'un État fort. Plus de décentralisation, ce n'est pas la disparition de l'État, ni au niveau central, ni dans son action territoriale. Mais dans une République dont l'organisation est décentralisée, le service public doit être défini et organisé selon sa nature, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle de la collectivité. Le choix du niveau d'intervention doit résulter de la recherche de l'efficacité maximale pour le citoyen. C'est ainsi que l'État doit continuer à définir les grands axes des politiques qui garantissent la cohésion nationale, sociale et environnementale. Il doit être présent pour assurer l'arbitrage des conflits et la définition de l'utilité publique. Des collectivités fortes sont aussi indispensables qu'un État fort pour le bon fonctionnement des institutions de la République. Un État qui se recentre sur ses missions stratégiques et ses fonctions régaliennes, sur tout le territoire, national, dans les villes comme en zone rurale. Le Premier ministre a demandé que soit mis un terme à la RGPP, qui a conduit de façon aveugle à la désorganisation des services, souvent à leur effacement, et qui finalement a montré ses limites, tant en termes d'efficience pour l'administration qu'en termes d'acceptabilité pour les agents. Vous ne connaissez que trop bien les résultats dans vos départements de la réforme de la carte hospitalière, de la carte judiciaire, militaire, la quasi-disparition de l'ingénierie publique que vous, départements, êtes quelquefois amenés à remplacer en mettant en place des agences techniques départementales. Le gouvernement va engager une vaste concertation pour redéfinir les missions de l'État et son organisation. Il est indispensable, là aussi, comme l'a dit le président de la République, que ce chantier soit mené en même temps que la nouvelle étape de la décentralisation pour assurer la cohérence de l'action publique
éliminer les doublons et superpositions. Cette grande réforme que nous attendons tous ne pourra réussir que si de nouvelles relations basées sur la confiance continuent de s'engager entre l'État et les collectivités territoriales. L'annonce de la mise en place d'un Haut Conseil des territoires créé par la loi, instance, je crois, réclamée par tous, va dans ce sens. Ce Haut Conseil, qui pourrait rassembler plusieurs instances déjà existantes, comme autant de formations spécialisées, deviendra le lieu essentiel de la concertation entre l'État et les représentants des associations d'élus sur tous les sujets qui concernent les collectivités locales. Le Sénat, qui jouera un rôle clé, pourra représenter utilement les collectivités territoriales, représentants constitutionnels. J'ai pris comme un signe extrêmement positif l'annonce du Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale en juillet dernier que la réforme ne serait pas engagée avant les conclusions des États généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat. L'engagement du gouvernement inaugure une nouvelle méthode de travail avec les collectivités et avec le Parlement. Elle rompt peut-être aussi avec des réformes imposées et avec la stigmatisation de la gestion locale accusée, vous le savez bien, de tous les malheurs et surtout d'aggraver les déficits. Ma responsabilité comme président du Sénat était de créer les conditions pour que les élus aient la parole et pour que la parole des élus soit entendue, que les propositions s'expriment dans leur pluralité et dans leur diversité. Depuis le début du mois de septembre, les sénatrices et les sénateurs organisent dans leur département des rencontres avec les élus et les autres acteurs locaux. Elles auront lieu ici en Moselle samedi. Un certain nombre d'entre vous ont déjà participé à ces assises locales qui auront réuni au bout du chemin plus de 25 000 élus locaux et beaucoup d'entre vous ont apporté leur soutien. Je veux ici les remercier. Vous avez pu constater, comme moi-même par exemple dernièrement dans la Drôme, l'intérêt qu'elle suscite, l'importance de la participation, plus de 400 élus dans la Drôme, le sérieux des débats qui se tiennent et des propositions qui émergent. La synthèse de ces débats sera faite durant 2 jours à Paris, le 4 et 5 octobre prochain, au Sénat et à la Sorbonne. Tous les présidents de conseils généraux y sont naturellement, je vous le confirme, conviés. En tout, plus de 900 élus et personnalités pourront exprimer les lignes forces des changements attendus devant le gouvernement qui recevra les conclusions de nos travaux dans les jours qui suivront. Le président de la République, le Premier ministre et bien sûr beaucoup de ministres y participeront. Le Sénat, avec ses partenaires, les associations d'élus, dont l'ADF, rassemblés dans le comité de pilotage présidé par notre collègue Yves Crattinger, que je veux d'ores et déjà, Yves, remercier pour l'excellent travail qu'il a réalisé, aura permis que de nouvelles avancées dans l'exercice des libertés locales voient le jour, que s'approfondisse cette démocratie territoriale que nous souhaitons tous. Nous avons eu raison de ne pas tout attendre d'en haut, ni non plus d'attendre de solutions miracles, mais pas non plus de décisions imposées. Dans ce contexte si difficile, nous devons mener les indispensables débats que nécessite l'exercice normal, tout simplement normal, de la démocratie. La confrontation des points de vue, l'expression plurielle des solutions, la recherche des consensus qui permettent de progresser ensemble. Puis vient le temps de l'action, de la décision. Je suis certain que nous partageons tous ici le souhait que des décisions courageuses, mais justes, soient prises pour contribuer au redressement de notre pays. En portant la voix des territoires, j'espère que le Sénat aura contribué à leur formulation. L'enjeu n'est rien moins que la préservation de notre modèle social et républicain, celui qu'ensemble, État, collectivités territoriales, organismes sociaux, mouvements citoyens, nous voulons rendre encore plus juste et au service de tous. Mesdames et messieurs, je vous remercie. «
Voilà, vous venez d'entendre Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. Il s'exprimait en direct du congrès de l'Assemblée des départements de France à Metz. Jean-Pierre Bel qui est venu rassurer les participants de ce congrès. En effet, vous le savez, les départements, en tout cas certains d'entre eux, connaissent actuellement en particulier de grosses difficultés financières dans tout ce qui concerne le versement de certaines allocations sociales dont ils ont